Du coup, bonjour Stoffel. Merci de revenir. C'est la deuxième fois du coup qu'on a l'occasion de t'avoir. La première fois, c'était du coup après Abu Dhabi. Ça remonte à un moment parce que c'était déjà en 2021. Toi déjà, peut-être aujourd'hui, en été, comment ça va, tout simplement? Ça va plutôt bien. Une saison assez chargée pour moi jusqu'à maintenant avec la FE, le WEC et la F1. Mais voilà, en ce moment, tout se passe bien. Peut-être revenir sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on t'a eu. Du coup, c'était le 13 novembre 2021. On était après Abu Dhabi. Tu n'avais pas encore gagné ton titre en FE, mais du coup, on parlait déjà de tout. Enfin, tu disais toi-même qu'il fallait du coup tout donner pour cette dernière saison avec Mercedes. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Comment est-ce que tu penses que tout s'est mis en place pour justement faire ce dernier putsch pour avoir ce titre? Ouais, donc du coup, c'était 2022, c'était la dernière saison avec Mercedes en FE. Et voilà, c'était juste très important de garder un bon mindset, même si voilà, l'équipe n'allait pas continuer. On voulait quand même terminer cette histoire d'une très bonne manière et c'est ce que évidemment on a réussi à faire en gagnant le titre la saison dernière, les deux championnats, donc titre de pilote et d'équipe aussi. Donc voilà, je suis content que j'ai pu le faire. Je savais que voilà, j'avais les possibilités de le faire, mais après de mettre une saison complète ensemble, c'est pas toujours donné. Donc voilà, tout s'est très bien passé. C'était une très bonne saison avec plein de podiums, une victoire à Monaco et voilà le titre à la fin. Justement, je voulais peut-être revenir juste à cette victoire à Monaco. Étant donné que tu résides à Monaco, toi, enfin, tu n'es pas vraiment monégasque, mais étant donné que tu as tu roules tous les jours sur ces routes, hein, on va pas se mentir. Tu as roulé en F1, tu roules en FE. Quel sentiment on a quand on roule justement dans ces rues qu'on visite régulièrement? Ouais, c'est vrai que Monaco, c'est une course unique vraiment, hein, d'avoir l'opportunité de rouler ici. Il y en a pas beaucoup, ou il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont la chance de rouler ici. Et pour moi, ce qui est le meilleur moment, c'est vraiment le matin de la course quand tu te réveilles, les routes sont fermées et la première fois que tu sors de la pit lane, c'est vraiment un moment incroyable parce que voilà, d'habitude, je passe ici sur les routes avec tout le trafic, mais c'est le seul moment de l'année pendant la course où toutes les routes sont fermées et qu'on a le circuit pour nous, quoi. Donc, c'est un feeling spécial. C'est une course voilà, qui a beaucoup d'attention des médias. Et, euh, et voilà, de pouvoir gagner ici, c'est quelque chose de spécial. Alors, juste après ton titre, du coup, c'est comme on l'a dit, c'était la dernière saison avec Mercedes. Est-ce que tu peux nous parler de la transition entre justement la fin d'un contrat et le début d'un nouveau? Toi, justement, étant donné que tu as enfin, depuis un certain temps une double casquette en tant que pilote réservé et inscrit en FE, mais tu aurais pu aller dans d'autres directions, comment est-ce que tu arrives à négocier un contrat en sachant que forcément, il faut que les agendas s'alignent? Mais aussi que l'équipe à laquelle tu vas participer, enfin, principalement, pour laquelle tu vas principalement rouler, te laisse cet espace de liberté. Ouais, c'était une période pas facile, je dirais, parce que voilà, j'étais en fin de contrat avec Mercedes, bien sûr, et la bonne chose, c'était que on savait à l'avance ou un an en avance que Mercedes allait se retirer du championnat. Donc ça, voilà, ça laissait quand même un peu de temps pour moi d'évaluer un peu toutes les options, ce qu'il y avait sur la table. Donc j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait. J'ai regardé l'IndyCar. J'avais même testé avec McLaren là-bas pendant cette période. Euh, mais après, j'avais toujours en tête voilà, de continuer et voilà, d'être dans les meilleures conditions là-bas. Donc,
j'ai eu les premières discussions avec DS Penske assez tôt en 2022, donc la saison où je gagne les titres. Voilà, j'avais signé avec eux assez tôt dans l'année aussi. Ce qui pour moi était, voilà, déjà c'était important de trouver un constructeur qui, euh, qui avait eu beaucoup de succès. Donc avec DS Penske, c'est une équipe qui a gagné beaucoup de titres en FE dans le passé et voilà, qui a un vrai track record en Formule E, quoi. Donc c'était très important de retrouver une bonne maison, je dirais. C'est ce que j'ai réussi à faire. Mais aussi dans les circonstances, vu que voilà, j'avais encore une saison devant moi avec Mercedes, c'était important de genre savoir un peu où j'allais et d'avoir un mindset un peu plus calme, je dirais, et pas d'avoir le stress de, de devoir négocier son contrat, quoi. Donc ça m'a aidé aussi pour faire une bonne saison la saison dernière. Alors justement, DSK Pit, nouvelle équipe française aussi. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit une équipe française et du coup, tu résides à Monaco et en même temps tu es belge, est-ce que tu penses que ça joue un petit peu? Bah, ça change pas énormément pour moi. Après, voilà, j'ai roulé dans pas mal d'équipes dans ma carrière. Beaucoup de ces équipes, c'était des équipes anglaises. Et puis, dans les catégories juniors, j'ai roulé avec des équipes françaises aussi. Donc après, ça change pas énormément. Il y a juste un peu la culture, la façon de travail qui est différent dans chaque équipe, en fait. Donc, il faut toujours s'habituer un tout petit peu à ça au début. Et, euh, voilà, c'est ce que j'ai dû faire au début quand j'ai changé d'équipe. Il faut toujours un peu de temps d'adaptation, de savoir comment l'équipe travaille, de voir les procédures, de construire la relation avec son ingénieur et tout. Et ça, voilà, ça prend un tout petit peu de temps au début. Alors aujourd'hui, enfin, depuis un peu la nouvelle version médiatique de la Formule 1 et la Formule 1, on met un peu plus en avant le garage d'un pilote. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont une équipe sélectionne un garage et la relation qu'elle a avec le pilote? Ouais, bah, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Et chacun dans l'équipe a son propre rôle. Il est responsable pour quelque chose. Donc, que ce soit mon ingénieur de course voilà, qui est la personne où je parle le plus, je dirais, pendant le week-end, parce que c'est lui qui me parle à la radio. C'est avec lui que je fais ou qu'on fait les choix de setup. Puis on a des ingénieurs qui travaillent pour les pneus, pour les data, pour l'energy management. Donc vraiment, c'est un travail d'équipe et il faut vraiment que tous les, les postes sont alignés sur la même chose. Donc il y a toujours beaucoup de discussions sur comment améliorer ce que moi je veux de la voiture et puis on essaye de faire des changements pour que moi je me sente plus à l'aise dans la voiture. Donc voilà, gagner une course, c'est pas si facile que ça. Il faut vraiment que toutes les pièces tombent bien ensemble pour que tu réussisses à faire ça. Et justement, avec dans la collection des datas, comment est-ce que vous faites, par exemple, si ton coéquipier forcément a d'autres préférences, toi, tu en as d'autres, mais au niveau des datas, comment tu fais, toi, en tant que pilote, pour savoir s'il y a peut-être un aspect que tu as oublié ou que tu trouves intéressant dans les réunions que vous avez avant la course, avant les qualifications? Ben, on a toujours des débriefs après chaque séance avec les deux pilotes et tous les ingénieurs. Donc là, généralement, c'est nous, les pilotes, qui disent ce qui se passe dans la voiture, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas bien. Et puis, voilà, des fois, les styles de pilotage sont un tout petit peu différents entre les pilotes et chaque pilote a besoin de quelque chose un tout petit peu différent.
Mais après, comme je disais, c'est un travail d'équipe et on prend vraiment les informations des deux pilotes pour essayer d'avancer. Donc, généralement, les voitures sont quand même très proches au niveau du setup et c'est vraiment des petits détails qui font la différence à la fin. On n'a pas vraiment l'habitude de ressortir ce que d'autres intervenants qu'on a reçus ont dit, mais je t'avoue qu'on a eu assez de chance au niveau de l'automobile. Alors, j'ai envie de te répéter ce que Jackie X nous a dit, qu'on a eu le plaisir d'avoir sur une conférence. Et en gros, il disait que sur tous les pilotes belges qu'on a reçus, tous, lui compris, tu étais un des seuls qui a réussi à tout bien faire. Quand je parle de timing et de oser, de réussite et de chance, je ne peux pas m'empêcher de parler de Stoffel Van Dorn. Vous le connaissez tous? Et on l'a eu d'ailleurs. Vous l'avez eu? Oui. Eh bien, vous avez bien fait, parce que voilà quelqu'un qui a tout fait bien. Tout. Multilingue, anglais, néerlandais, français. Il a gagné toutes les courses qu'il pouvait gagner. Il a répondu entièrement à ce qu'on attendait de lui. La Belgique entière, moi inclus, s'est dit « Ah, il est chez McLaren, ça va barder ». Nul n'est jamais tombé dans une écurie qui était dans un tel désastre. Le timing n'était juste pas bon pour lui. Et heureusement, dans la formule électrique, maintenant il est champion du monde. Mais ce n'était pas son objectif au départ. C'est incroyable d'avoir fait aussi bien et d'avoir reçu aussi peu. J'ai beaucoup d'admiration pour ce garçon qui est resté stoïque dans ce désastre. Toi, quand tu entends Jackie X dire au final que le seul point négatif de ta carrière, c'est ton environnement, qu'est-ce que ça te... Ça fait plaisir. Je connais très bien Jackie et voilà, de mon côté aussi, j'ai énormément de respect pour lui et tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et je pense qu'il il faut prendre de l'inspiration de ce que lui il a fait. Tu vois, il a couru en F1, il a eu énormément de succès là-bas, mais c'était un pilote qui à l'époque a changé un peu la perspective en sport auto, je dirais, où il ne s'est pas que tenté à la F1. Il a fait plein d'autres choses à côté, notamment Le Mans. Voilà, je pense qu'il faut s'inspirer de ça et c'est ce que j'essaye un peu de faire aussi maintenant. Tu vois, okay, c'est vrai que je pense que les pires années, c'était ceux en F1 où on est quand même vachement dépendant du contexte et de voilà, dans quelle position on arrive là et on ne peut pas toujours le contrôler, je dirais. Mais pour moi, pour le reste de ma carrière, voilà, j'aimerais faire des autres championnats. Je pense que voilà, les 24 heures du monde, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai participé déjà 2 fois et c'est quelque chose que j'aimerais remporter dans le futur aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le sport auto. Il n'y a pas que la F1, il y a plein d'autres choses à côté aussi. Alors, justement, en reparlant de ces différentes catégories, il y a un aspect qui a été souligné, on parlait avec Frédéric Vesti, c'est justement dans le fait d'aller dans une catégorie et une autre, forcément, Corps n'est pas forcément habitué, par exemple, à passant de F2 à F1 ou même en test driver, forcément, on ressent qu'il y a un niveau de difficulté plus ample. Toi, au niveau de quand tu passes d'une catégorie à une autre, que ce soit pour des tests, comme tu as dit aux États-Unis, est-ce que tu sens vraiment une différence par rapport à la résistance de ton corps sur la voiture? C'est sûr que toutes les voitures sont un peu différentes dans la conduite, déjà, mais aussi physiquement, il y a des différences entre les voitures. Et je pense que à ce jour, les voitures les plus physiques, ça reste les Formule 1 parce que simplement, c'est les voitures les plus vite et les voitures
qui passe le plus vite dans les virages aussi, et les forces G qu'on a sur le corps, c'est les plus élevées qu'on a en sport automobile. Après, euh, les entraînements physiques pour la voiture, en global, ça reste les mêmes. Et voilà, je dirais que à chaque fois que tu changes de voiture, pas forcément il y a des problèmes, je dirais. Tu vois, il faut juste des fois un tout petit peu de temps d'adaptation. Et même, tu vois, peu importe les heures que tu passes dans la gym ou en salle de sport, en préparation, la première fois que tu roules après un long break, je dirais, ou après les vacances, ou après l'hiver, la première fois que tu roules, tu as toujours un peu mal aux muscles, en fait, parce que c'est un sport tellement particulier que même faire la salle de sport, ça ne te prépare pas 100%, en fait. Donc, pour ça, le plus que tu roules, le mieux que tu es, en fait, à la fin. On est encore loin d'avoir fini la saison, mais toi, du coup, qu'est-ce que tu fais au-delà de l'aspect sportif pour essayer de te maintenir en forme quand tu as des breaks durant la saison? Euh, ouais, bah, c'est sûr que c'est pas toujours facile pendant la saison parce que déjà j'ai un calendrier qui est très très chargé, donc déjà beaucoup de voyages et beaucoup d'avions, plus les, euh, des fois il y a des pays qui sont très loin, il y a le jet lag aussi, donc c'est vraiment il faut manager en fait son énergie tout au long de la saison. Et je dirais que pendant la saison, c'est plutôt maintenir la forme. Et l'hiver, il est plutôt pour améliorer, je dirais. Donc pendant la saison, c'est vraiment, il faut manager son énergie, il faut toujours réussir à, à être à 100% pendant les week-ends de course, même si parfois c'est compliqué avec les décalages horaires et toutes ces choses-là, tu vois, les températures, des fois ça joue, après, on a la chance d'être aidé par des coachs physiques voilà, qui nous guident un peu pendant l'année, comment maintenir la forme, et quand des fois c'est mieux de pas s'entraîner que de s'entraîner en fait. Il y a un aspect aussi, au-delà enfin, c'est tout aussi de l'entraînement, c'est au niveau nutritionnel. On entend souvent le fait que, enfin, vous essayez de maintenir un poids assez faible parce qu'au final, au niveau de l'aérodynamisme, il ne faut pas forcément être lourd, mais il faut aussi du muscle totalement avec les protéines, etc. Du coup, quand on voit tout ce que vous perdez durant la course et que vous devez reprendre en gardant cet équilibre, toi, est-ce que tu penses que le fait d'être entré dans les catégories supérieures avec des gars comme Fernando Alonso, par exemple, qui sont déjà assez expérimentés, est-ce que tu penses que ça t'a aidé par rapport à d'autres qui, du coup, on remarque au final dans leur carrière? Bah, je dirais pas, c'est difficile à vraiment, c'est pas vraiment un aspect qui se discute beaucoup, je dirais, entre les pilotes, parce que souvent, les pilotes, ils ont leur propre entraîneur, en fait, et voilà, c'est ce que moi j'avais aussi à l'époque en F1, par exemple, où on a quelqu'un qui nous suit tous les jours, en fait, tu vois, qui nous guide sur quoi manger, ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger, et voilà, de, de garder le poids assez constant pendant l'année, en fait. Je pense à l'époque où je roulais en F1, c'était un peu plus compliqué parce que il n'y avait pas la règle des 80 kilos. Donc maintenant, il y a une règle où les pilotes, avec son casque et tout son équipement, doit peser 80 kilos. Donc, si on est en dessous, il faut rajouter du poids. Euh, et si tu es au-dessus, ben là, tu es pénalisé, bien sûr. Mais euh, à l'époque, il n'y avait pas cette règle-là. Donc, c'était toujours un bénéfice d'être le plus léger possible. Alors, les équipes, à chaque fois, ils poussaient les pilotes pour être le plus léger possible parce que comme ça, ils pouvaient
faire des différences avec le setup de la voiture en rajoutant du poids ailleurs, en fait. Donc il fallait, voilà, c'était une période assez difficile parce que des fois, tu mangeais pas beaucoup avant la qualification pour être le plus léger possible. Alors que maintenant, je pense que c'est un peu plus fair vis-à-vis de tout le monde d'avoir une règle voilà, de 80 kilos et au moins, ça, voilà, c'est un peu égalité pour tout le monde, quoi. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des grandes différences sur l'équipe d'un pilote, entre guillemets, en F2, en F1 et en F1? Bah, après, je pense que dans toutes les catégories que tu fais, au final, les entraîneurs, ils sont toujours, voilà, c'est assez similaire, je dirais, entre les pilotes parce que beaucoup des entraîneurs, voilà, ils sont qualifiés pour être dans ce sport et après, dans les catégories juniors, c'est plutôt préparer le pilote pour, euh, pour la prochaine étape, je dirais. Et voilà, je pense que les entraînements sont assez similaires pour tout le monde. Après, au niveau technique, euh, dans les formules juniors, voilà, en F3, en F2, c'est assez basique, je dirais. Donc, c'est une équipe qui est assez petite. On a genre une douzaine, quinzaine de personnes avec qui on travaille. Et puis, voilà, quand tu montes en F1 ou FE, c'est des équipes beaucoup plus grandes, en fait. Donc, la F1, bien sûr, euh, voilà, il y a énormément de personnes. Ça dépend un peu des équipes, mais souvent, on est autour de 700 personnes pour une équipe. Euh, et en FE, on est autour de 100 personnes, je dirais. Donc c'est surtout comment fonctionner dans l'équipe, je dirais, qui est très différent. Et quand tu passes des catégories juniors à être pilote professionnel, c'est là qu'il y a beaucoup de différences. C'est qu'il y a beaucoup plus de gens impliqués dans l'équipe et de savoir comment gérer tout ça et comment communiquer avec tout le monde. Bonjour Stoffel. En fait, je me demandais, par exemple, quand on voit voilà, l'accident qu'il y a eu ce week-end à Spa, est-ce qu'après, il y a une certaine peur de rouler? Comment on fait pour passer au-dessus de ça? Quel est le mental qu'il faut avoir? Peur, non. Bah, c'est sûr que le sport auto, ça restera toujours un sport très dangereux. Et voilà, malheureusement, il s'est passé un accident à Spa ce week-end qu'on ne souhaite à personne. Mais euh, voilà, ça reste un sport très dangereux, surtout avec les vitesses qu'on atteint dans ces voitures. Il peut toujours y avoir des scénarios où ça se passe très mal. C'est ce qui, voilà, malheureusement, s'est passé à Spa. Après, c'est pas quelque chose à quoi on pense, je dirais, quand on roule, tu vois, mais c'est sûr que sur le moment où ça arrive, tout le monde est en choc et tout le monde se rappelle des dangers de ce sport. Mais après, voilà, c'est un sport qu'on adore tellement et que voilà, on est obligé à prendre des risques. Ok, merci. Comment est-ce que tu dirais qu'un pilote, quand il arrive sur le track et même peut-être avant dans les simulateurs, etc., sait où maximiser les risques? Bah, après, ça dépend un peu de soi-même, je pense, et la mentalité. Après, il n'y a pas toujours euh, les risques qui donnent la performance au final. Tu vois, après, on dépend beaucoup voilà, de tout bien faire en tant que pilote en faisant un bon tour. Des fois, la voiture, elle n'est pas 100% au top et il manque un tout petit peu. Donc, c'est pas forcément de prendre plus des risques qui te donnera un,
un meilleur résultat. Mais c'est sûr que dans certains scénarios, oui, ça peut aider, mais c'est pas toujours un garantie. Est-ce que tu dirais, au niveau, enfin, quand tu dis la voiture est prête, on l'a vu il y a, avec Charles Leclerc notamment dans son changement de pneus et on le voit chaque semaine, enfin, chaque Grand Prix avec Max Verstappen. Est-ce que tu penses que avoir la voiture prête pour faire un tour, ça vient plus des qualités du pilote, de la voiture en elle-même, ou c'est un tout en finale? C'est le travail de tout le monde au final. Voilà, après, il faut pour être devant, pour faire une pole ou gagner une course, il faut d'office, il faut avoir une bonne voiture. Sinon c'est toujours très compliqué de le faire. Mais après, euh, c'est là que les pilotes ils peuvent faire un peu les différences, même si la voiture n'est pas forcément au top, des fois, on arrive à faire des résultats avec. Donc c'est là, des fois, la différence entre des pilotes. Euh, et après, voilà, quand tu as une bonne voiture, il faut faire le job aussi. Tu vois. Donc, nous, on peut faire des erreurs. Ou de rater un frein ou quoi que ce soit. Mais quand tu as la voiture, il faut performer aussi. Donc, c'est vraiment un travail de tout le monde qui fait que tu peux atteindre un certain résultat. Alors justement, pour venir par exemple à ta saison avec DS Penske, justement, vous êtes du coup deux champions, deux anciens champions et toi l'actuel champion. Et pourtant, quand on voit la saison, on se rend compte qu'il manque à chaque fois un truc. Et pourtant, quand tu as terminé, je pense, quatrième, c'était où? C'était en Indonésie, il me semble. Oui, à Mhm. Jakarta. Là, on se dit, du coup, maintenant, c'est parti. T'es parti, enfin, on est sur une lancée, etc. Au-delà du coup de performer durant la course et pour avoir le titre, toi, à quel moment, enfin, qu'est-ce qui fait, à ton avis, en tant que pilote, que tu dis maintenant ta saison elle est partie, il y a que le bon qui va arriver pour lancer ta saison, pour cumuler les bons résultats? Bah, c'est un peu difficile à dire parce que d'un week-end à l'autre, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc déjà, d'un circuit à l'autre, Euh, des fois, on est un peu plus performant que sur des autres circuits. Et voilà, des fois, ça dépend un peu des caractéristiques de la voiture aussi. Tu vois, des fois, on est plus compétitif sur un circuit que sur un autre. Puis la FE, ça reste très compliqué. C'est un championnat qui est extrêmement imprévisible avec beaucoup voilà, de changements d'un week-end à l'autre et aussi le format des courses fait que c'est très imprévisible. Mais c'est vrai que voilà, cette saison, ça a été assez difficile, surtout le début de saison, il a été très compliqué, où on n'a pas fait notre boulot, on n'a pas extrait le maximum du package qu'on a. Et puis petit à petit, on a commencé à faire mieux. Et voilà, je pense qu'on n'est pas encore 100% là, il manque encore un tout petit peu. Mais comme je disais, c'est un travail d'équipe et chaque week-end, on essaye d'améliorer quelque chose. Et je suis sûr qu'au bout d'un moment, on va y arriver, on va de nouveau être en place pour vraiment pouvoir s'établir et de faire des bons résultats. Et à l'inverse de ça, on va dire, quand on voit Aston Martin, du coup, on ne s'attendait pas à grand-chose. Et pourtant, vous arrivez à performer. Et la raison, au final, pour laquelle je veux te demander ça, parce qu'en tant que spectateur, si tu veux, on ne prend pas vraiment, enfin, quand on essaye d'imaginer les résultats d'une équipe, on ne prend pas en compte toutes les choses que tu viens de dire, c'est-à-dire est-ce que la voiture s'adapte au circuit, est-ce que, par exemple, des améliorations ont été apportées dans d'autres équipes, vous, comment vous performez, si les setups pour la course ont été les meilleurs, il y a forcément le weather, les températures qui jouent là. Du coup, toi, par rapport à Aston Martin maintenant, comment est-ce que
évalues justement cette surprise du début de saison? C'est sûr que ça a été un très bon step en avant pour Aston Martin cette année. C'est une équipe qui a grandi énormément les dernières années. Il y a 2, 3 ans, ou il y a 2 ans, ils étaient 350 personnes. Maintenant, ils sont au-dessus de 700 personnes. Donc déjà, ils ont eu l'investissement de Lawrence Stroll, qui a racheté l'équipe dans une période très difficile et il a vraiment investi énormément dans l'équipe en construisant une nouvelle usine, investir beaucoup d'argent pour embaucher des ingénieurs un peu des autres équipes. Et c'est pour ça que l'équipe a fait un énorme step en avant. En fait, ils ont embauché les bonnes personnes et, je dirais que c'est la première année où on voit ces résultats, tu vois, parce qu'une fois que la voiture elle est construite pour la saison, généralement, si la base elle n'est pas bonne, la saison elle va être très difficile voilà, en termes de développement, tu es toujours un peu limité de ce que tu peux faire. Donc ici, ces nouvelles personnes, ils ont eu beaucoup d'influence sur la voiture de cette année. Voilà, l'équipe a vraiment commencé avec une bonne base et ça a apporté des très bons résultats jusque maintenant. Alors à ce niveau-là, du coup, toi, tu viens enfin, au final, c'est un peu la première fois que tu changes vraiment d'écurie en tant que pilote réserve. Toi, qu'est-ce que tu apportes du coup? Parce que tu es un ancien pilote titulaire, tu as pas mal d'expérience à tous les niveaux, tu performais encore avant qu'on t'engage en Formule 1. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que tu as encore un futur en automobile au enfin, plus haut niveau, entre guillemets. Toi, du coup, qu'est-ce que tu viens apporter dans toute la recette? Qu'est-ce qu'on attend de toi, peut-être? Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience en F1, donc j'ai roulé en 2017-18 avec McLaren, mais ça fait déjà un petit moment et les réglementations ont changé pas mal depuis. Mais les 4 dernières années, j'étais avec Mercedes aussi en pilote de réserve. Donc, je dirais que mon travail, il est plutôt dans le simulateur parce que la plus grosse partie du développement, ça se passe là maintenant, vu que tous les essais sont très limités. Aujourd'hui, les équipes, ils n'ont plus la chance de vraiment aller tester en piste et du coup, beaucoup de ces développements se font en virtuel et c'est là que j'aide beaucoup, où je passe pas mal de temps à l'usine avec eux. Et pareil, quand je suis sur les courses de F1, je suis là avec les ingénieurs tout le temps, voilà, de regarder ce qui se passe, de donner des avis sur des choses. Donc, je dirais que c'est plutôt sur la partie technique et développement que je peux aider beaucoup. Si tu devais nous donner un aspect que, on va dire, monsieur et madame tout le monde ignore sur ce que vous faites et les choses que vous pouvez analyser, genre, pour justement donner un gain de performance, qu'est-ce que tu dirais? Il y a beaucoup de choses, mais je pense que ce que les gens ne voient pas souvent, c'est vraiment le travail qui se passe derrière les écrans entre le pilote et les ingénieurs. En fait, tu vois, on passe énormément de temps derrière les ordinateurs, de regarder les datas, comment améliorer son pilotage, comment améliorer la voiture. Même en termes de préparation avant une course. Généralement, on passe 2 jours à l'usine dans les simulateurs pour préparer la course. Donc, les gens, ils ne voient pas souvent combien de préparation on fait avant une course, en fait. Donc, ils croient juste qu'on arrive qu'on roule dans la voiture, ce qui n'est pas du tout, vrai. C'est vraiment beaucoup de préparation. Peut-être pas toujours la partie la plus chouette, parce qu'au final, on aime rouler
dans ces voitures, on aime faire la compétition, mais le sport auto, il est devenu tellement professionnel et c'est tellement serré entre les pilotes, les équipes, qu'on a besoin de vraiment faire ça. Étant donné que tu es avec Aston et que ton ancien coéquipier est aussi là, est-ce que tu penses que ça donne une plus-value dans le sens où il te connaît, peut-être qu'il a confiance sur tes retours sur certains aspects et quand vous faites, par exemple, des bilans après la course, après les qualifications, ou tout simplement parce que cette saison, avec le nombre de sprints qui augmente après le FP1, est-ce que tu penses que du coup, un Alonso arrive plus facilement à comprendre et à donner de l'importance à ce que tu dis par rapport à, on va dire, un pilote qui ne t'aurait pas connu par le passé? Oui, je pense que ça aide un peu parce que j'ai travaillé avec Fernando pendant 2 ans chez McLaren, donc on était coéquipiers et on se connaît vraiment très très bien. Donc Fernando aussi, c'était quelqu'un qui a poussé pour avoir moi chez, chez Aston Martin pour, euh, pour justement aider un peu sur ces aspects. Et vu que voilà, j'ai été entre-temps avec Mercedes aussi, qui a gagné plein de championnats dans les dernières saisons, c'est toujours bien voilà, d'essayer d'avoir un peu plus d'infos sur les compétiteurs, tu vois. Donc, Fernando, il a compris ça et je crois que voilà, on s'entend super bien sur ces sujets. Qu'est-ce qui fait qu'un Fernando Alonso arrive encore? Ça nous étonne tous, hein, mais et pourtant, ça ne nous étonne pas vraiment. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il arrive toujours à être encore meilleur qu'avant? Bah, déjà, je pense, une chose dans le sport auto, euh, l'âge, ça joue un tout petit peu, c'est sûr. Ça devient pas plus facile. Mais Fernando, c'est quelqu'un qui est toujours motivé à 100%. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que sa vie, c'est le sport auto. Il a rien d'autre à côté et il est 100% motivé pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il a toujours son coup de volant, qu'il a toujours envie de travailler, surtout avec l'équipe, parce que voilà, une saison F1, c'est fatigant aussi, tu vois, de se concentrer pendant longtemps, de faire les voyages, de faire le travail avec l'équipe. C'est fatigant aussi, mais il est toujours motivé à 100% et je pense que c'est ça. Et bien sûr, il a des qualités énormes. Tu vois, ça a toujours été un des meilleurs pilotes et ça, tu ne pourras pas l'enlever au final. Un truc qui s'est passé l'année passée, c'est qu'il y a eu le dîner des pilotes de Formule 1. Est-ce que tu penses qu'il y a cette même peut-être camaraderie en FE? Ouais, il y a. Je pense il y a peut-être plus parce que la F1, tu vois, généralement, pendant la saison, les pilotes, ils sont pas souvent ensemble, ils sont toujours un peu dans leur coin. Alors qu'en effet, je dirais que c'est un peu plus cool entre tout le monde. Déjà, on a un catering qui est commun pour tout le monde, donc tout le monde mange au même endroit. Et généralement, tu passes un peu plus de temps ensemble, tu vois. Donc, je pense que je pense qu'en effet, oui, c'est assez relax entre les pilotes, voilà, ce qui est bien. Après, on est des professionnels et tant qu'on est en piste, on veut être les meilleurs et on veut se battre. Mais je pense qu'il y a une bonne. Ah oui, en fait, je me demandais, je pense que la F1, je pense que c'est un des seuls sports où on n'a pas d'entraînement, ou très peu lors des essais. Comment on gère ça? Et, le fait de devoir directement être au top, comment on fait pour gérer ça? Ouais, c'est vrai que durant les dernières années, il y a eu de moins en moins d'essais avant que la saison commence. Donc, en F1, ils ont 3 jours d'essais avant que tu commences la saison. Et c'est pareil en F1, en fait, on a que 3 jours de tests officiels qu'on commence la saison, ce qui est très court.
Et comme je disais, maintenant, il se passe énormément de choses en virtuel, en fait, donc sur les simulateurs. Et c'est ce que, en F1, en FE, c'est ce qu'on utilise beaucoup. C'est des simulateurs pour apprendre les circuits, pour définir des stratégies, des directions sur le setup. Donc, on utilise beaucoup ça, même si c'est jamais 100% la réalité, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de là pour au moins trouver une bonne direction. On arrive à Spa bientôt. Toi, est-ce que tu seras là avec Aston? Non, je ne serai pas là parce que j'ai la dernière course de la FE à Londres. Mais oui, putain, je suis bête. Ben, c'est très dommage. Mais on te souhaite bon courage quand même. Est-ce que tu penses que l'évolution, enfin, on parle souvent du fait qu'il faut renouveler les anciens Grands Prix pour garder justement cet aspect moderne et vintage, entre guillemets, avec les anciens Grands Prix. Là où je voulais en venir, du coup, avec ma question sur Spa, est-ce que tu penses que le divertissement en dehors du terrain fait que vous allez gagner, enfin, que les gens seront plus motivés à venir sur la course? Est-ce que tu penses, du coup, toi, qu'il faudrait plus, on va faire très simple, un choix à l'américaine en dehors tout en gardant l'environnement F1, comme on l'a vu par exemple à Miami, ou est-ce que tu penses qu'il faudrait trouver un moyen de garder la singularité de l'environnement de la F1 tout en essayant de l'adapter à un nouveau public? Ouais, c'est une bonne question. Je pense il faut un peu des deux. Parce que, voilà, c'est sûr que maintenant, depuis Netflix, où la F1 a grandi énormément les dernières années. Et il y a beaucoup de gens voilà, qui veulent avoir une expérience de la F1. Et surtout en Amérique, on voit beaucoup de courses où voilà, il y a tous les stars qui sont là, mais ils connaissent pas forcément beaucoup de la F1. En fait, voilà, ils veulent juste être là et d'avoir une expérience de comment ça se passe, en fait. Euh, voilà, je pense que c'est bien pour le sport, pour que le sport il grandisse. Après, la F1, il faut aussi que pour garder la F1 au top, il faut que ça reste un sport un peu exclusif, je dirais, tu vois. Donc il faut trouver le bon compromis entre faire accès aux fans, mais que ça reste un sport très exclusif aussi à la fin. Alors, dernière question avant d'un petit questionnaire de Proust. Alors, on voit depuis un certain temps que tu vends des nouveaux bobs, les bob hats. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, enfin, d'où vient l'idée, et est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent au niveau du marketing? C'était venu sans vraiment vouloir le faire. On était à Cape Town et on faisait un shooting médiatique avec l'équipe dans les rues de Cape Town et ils vendaient des bobs sur le bord de la route. Et j'en avais acheté un parce voilà, j'avais pas de casquette, il y avait beaucoup de soleil et tout. Et du coup, je l'avais mis pendant ce week-end. Et dès que j'avais posté sur les réseaux sociaux, tout le monde a adoré. Et du coup j'ai décidé d'en faire un aussi. Donc voilà, c'est à partir de là, je dirais. Mais en ce moment, il n'y a rien d'autre prévu, en fait. Alors, première question, qu'est-ce que tu aimais le plus durant ta jeunesse? Karting, Qu'est-ce que tu as le moins aimé durant ta jeunesse? l'école, Quel est ton principal défaut? je ne sais pas comment on dit en français, selfish. Mais pour un pilote, euh, quelle est la Ouais, mais qualité? bien, ça peut être bien ou pas bien, mais ouais, ça dépend dans quel environnement. Quelle est la qualité que tu préfères chez une personne? La qualité que je préfère chez une personne, intelligent. Quel serait le don de la nature que tu aimerais avoir?
Le don de pouvoir, le don de la nature que je pourrais avoir. C'est quoi ça exactement? Like some God-given things that you... Euh, Teleportation. Je ne sais pas si c'est un don de la nature, mais ça, non, ça n'existe pas, non. Si, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Friendship. Quelle est la première chose que tu fais au réveil? Faire un café. Quel serait ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur. De jamais être malade et de toujours être en pleine forme. Quelle est ta plus grande passion en dehors du travail? Le business. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute en automobile? De jamais rien lâcher et que voilà, tout est possible quand tu poursuis tes rêves. Quelle a été ta plus grande inspiration? Personne vraiment. Quel a été ton héros ou héroïne tiré d'une fiction préférée? D'une quoi? D'une fiction. Je sais pas, je regarde pas, pas trop les films comme ça. Si tu pouvais envoyer un message à toi-même à 18 ans, quel serait-il? À 18 ans, à moi-même, keep pushing. Quel est ton mot préféré? Mon quoi? Ton mot préféré? Favorite word. Mon mot préféré? No idea. Ok, et dernière chose, on te l'avait déjà demandé, des conseils aux étudiants pour les examens. Peut-être cette fois-ci, on va faire un peu différemment. Si tu avais une idée, enfin, quelque chose à dire pour tous les Belges qui rêvent trop grand, genre comme toi, faire des choses impossibles, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je pense que c'est une très bonne chose de rêver grand parce que ça te motive de faire les choses ou de faire bouger les choses. Donc, même si ça paraît trop grand, je pense il faut au moins y croire dans quoi que tu fasses, que ce soit dans le business, dans le sport ou autre chose. Euh, je pense que c'est ça qui fait la différence entre beaucoup de gens, c'est que ils croient jamais qu'ils vont y arriver et quand on a ce mindset-là, généralement, c'est très compliqué d'y arriver. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Merci Stoffel pour cette heure que tu nous as accordée encore une fois. C'est la deuxième fois. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont eu la chance de t'avoir deux fois. Du coup, en tant que petite organisation étudiante, on est très fiers. Euh, merci encore. Tout le meilleur pour cette fin de saison, enfin cette fin de saison, le reste de la saison. Je ne sais pas quoi dire, à part merci. Voilà, je ne sais pas ce qu'on Pas peut de te souhaiter. problème. Ouais, beaucoup de succès, je pense. Donc, c'est ce que je vous souhaite aussi. Beaucoup de succès à toi aussi. Merci beaucoup. Bonne journée ensoleillée. Merci. Bonnes vacances. Bonne journée. Au revoir.